Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Jérôme Dumetz, que j'ai rencontré aussi au DBF et qui fait un très bon complément ce soir à nos guests. Et je crois qu'on va parler surtout de lui parce que il avait une très belle histoire qu'il m'a racontée pendant notre voyage en auto, mais je l'ai oublié. Alors on va essayer de reprendre ces mêmes idées. Peut-être que ce sera tout aussi intéressant ici. Jérôme, merci beaucoup d'être venu. Bonsoir. Tu as l'air en très bonne santé aujourd'hui. Tu as dû bien te reposer ce matin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc tu habites San Francisco. Oui, oui, donc c'est pour revenir à ce que tu disais, je suis à San Francisco un peu par hasard, quoi. Oui. Donc, voilà. Et donc peut-être qu'on va parler de ce hasard. Comment tu as atterri ici? En fait, en ce moment, je remplace un ami qui, lui, est venu depuis 15 mois implanter une entreprise française en ville de logiciels et devait rentrer en France pour des raisons de papier, de visa, tout un truc classique, quoi. Donc il devait rentrer un mois et il m'a demandé de venir un mois le remplacer pour expédier les affaires courantes, quoi. Et donc bon, lui je le connais depuis très longtemps et à ce moment-là j'étais dans une situation un peu particulière puisque je venais juste de rentrer en France. Auparavant je vivais en Hollande où j'ai fini mes études. Études en informatique? Pas du tout, en commerce, management, genre de trucs avec des jolis noms, pour travailler en Russie. Et donc, bon, la crise russe fin août est arrivée et tous mes contacts dont j'avais mis pas mal de temps à construire, plusieurs mois pour travailler à Moscou, se sont effondrés avec la crise. Et donc, bon, lui m'a appelé, il m'a dit « Jérôme, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu veux venir ?» Et puis j'ai dit oui, puis je suis là, puis je suis très content. D'accord, donc tu es en touriste ici. Voilà, c'est ça, juste pour dépanner, quoi. Pour le dépanner dans son boulot, voilà, un petit peu? C'est ça. D'accord, et peut-être que tu pourras rester si tu trouves quelque chose d'intéressant à faire? Voilà, il faut voir, ça va dépendre de plusieurs trucs, ça va dépendre de comment la situation en Europe de l'Est évolue. Tu voudrais faire surtout du marketing? Oui, en fait, bon, il y a plusieurs champs de travail qui sont possibles. Personnellement, il y a un domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui commence à être très à la mode. C'est le conseil en cross-culturel. Donc comment faire du business avec des gens d'autres cultures? Voilà, et puis préparer un peu les expatriés à aller travailler dans une autre culture. Et puis bon, oui, là, ça, en général, donc travailler avec des gens d'une autre culture. C'est vrai que les Français ont du mal à s'adapter dans des compagnies américaines. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de Français dans la Silicon Valley qui ont des postes très importants. Oui, mais pas dans c'est-à-dire dans des compagnies françaises, non? Ou bien tu parles de Non, non, des compagnies américaines. Et qui s'adaptent bien? Ah oui, je n'ai pas de nom en tête, mais non, les Français ont une capacité d'adaptation qui est bien à eux, qui est particulière. On va choisir de travailler avec des Français pour des caractéristiques qu'ils ont en général. Donc on a une façon d'approcher un problème qui est intéressante, qui est très globale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui sont à la tête d'organismes internationaux comme le FMI ou tout un tas d'organismes des Nations Unies. Les Français sont franchement bien placés dans ce domaine-là, grâce à leurs caractéristiques culturelles, je pense. D'accord. Voilà. Et les gens que tu as rencontrés jusqu'à présent te disent qu'il y a des possibilités que tu puisses rester, ou bien qu'est-ce qu'ils te disent comme feedback? Oui, on entend toujours un peu la même chose, hein. Ah, ici c'est formidable, tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver un job. Bon, j'ai un seul petit problème avec ça, j'aime beaucoup la baie, c'est formidable, les gens sont très ouverts, très relax, mais en même temps très sérieux dans leur approche vers les affaires. Le seul petit hic que j'ai avec ça, c'est que j'aime bien travailler justement avec ce mix de cultures. Alors qu'ici, même si tout le monde est étranger, tout le monde est américain en même temps.
un Chinois, un Africain, un Européen qui vient, dès qu'il arrive aux États-Unis, il va essayer de réagir comme un Américain. Et donc même si on est entouré que d'étrangers, même si on est tous des étrangers, On essaye de on s'adapter. essaye d'avoir un modèle américain. Donc ça c'est intéressant, mais c'est qu'un seul modèle. Je suis plus attiré vers l'Europe qui a... Et quel est le modèle américain? Tu veux dire quelqu'un qui s'adapte aux règles américaines? Voilà, c'est ça. C'est normal, hein, quand on va à Rome, agit comme les Romains. Ce qui est intéressant avec l'Europe, c'est que même si ce principe est aussi valable, on prend la voiture, on fait 50 km et on est dans une culture complètement différente, avec une autre langue, une autre façon de penser, une autre histoire. Et ça, c'est formidable, quoi. On a tout ça dans un panier. On a plein de cultures, des gens qui ont vécu côte à côte pendant des centaines d'années, mais qui se connaissent très mal et qui aujourd'hui commencent à se découvrir. Donc je pense qu'en ce moment, pour quelqu'un qui est intéressé dans le mix entre le management, le conseil et puis les relations interculturelles, l'Europe est très attirante en ce moment. Et spécialement l'Europe de l'Est, puisqu'on a encore cette idée du grand méchant loup communiste. Ils ne font pas partie de l'European Community? Non, quelques pays vont le joindre, sont sur la liste préliminaire. Ah oui, Je crois déjà il y a la Pologne, la Hongrie, qui va joindre, et la Slovénie. qui font partie. Voilà, eux qui vont joindre dans quelques années. Et puis ensuite, il y a tous les autres pays, Bulgarie, Latvia. Ce sera les États-Unis d'Europe. Voilà, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, mais quelque chose comme ça. Ouais, ce sera l'Europe. Voilà. L'Europe et puis les États-Unis. Mais tu as voyagé donc dans ces pays de l'Est, n'est-ce pas? En tant que touriste ou en tant que... J'ai étudié là-bas, à Moscou. J'ai fait du tourisme. Ça doit être dur pour quelqu'un un Français de s'adapter au style russe, n'est-ce pas? Enfin, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Ils sont des gens très dépendants des autres, c'est ça? Oui, dépendants, mais en même temps très ouverts. Ils ont une capacité à ne pas faire ce qu'il faut faire qui est assez phénoménale. Ah bon? Ah oui, les changements d'humeur russes sont connus. Très connus. Voilà, Khrouchtchev qui tape sur la table des Nations Unies avec sa chaussure. Et puis tout ce que fait le président Yeltsin, qui est quand même un sacré caractère, quoi. Donc ça, j'aime bien. Tous les expatriés qu'on retrouve là-bas sont des gens passionnés. Ah bon? Si on n'est pas passionné, on ne peut pas survivre là-bas. Le climat est très difficile, on se sent vraiment seul. Il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Ah bon? Climat continental. Et puis la langue, il y a la langue de la barrière. La langue, voilà, qui est... Comment tu communiques en russe? Tu as appris quelques mots? Ah oui, j'ai étudié quand même un petit peu de manière correcte. Ça fait maintenant un an que je n'ai pas parlé russe, mais... Tu as quand même pratiqué? Voilà, oui, un petit peu, à droite à gauche. Ici, c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de Russes, une grande communauté, et il y a même des émissions en russe. Exactement, on a un programme russe ici, sur la chaîne 53. Donc oui, c'est-à-dire ils sont en train de s'installer sérieusement ici. Hein. Ils ont pas mal de décennies d'immigration à rattraper. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Mais je trouve qu'ils veulent tous qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils ont cette mentalité de socialisme. Ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui devrait s'occuper d'eux. C'est une espèce de codépendance qu'ils ont. Ils n'ont pas l'esprit il faut être indépendant, style. Mais en fait, les soviets, j'aime bien les appeler les soviets parce que Ukraine, Biélorussie, Russie... ils veulent qu'on s'occupe d'eux un peu, c'est ça? On ne s'est jamais occupé d'eux. C'est le gouvernement leur donne. Voilà, la vie de tous les jours. Ici, on a inventé le terme service aux États-Unis. Le service, c'est primordial. Un business comme un autre. On peut prendre sa voiture, avoir de l'essence. Si on paye 10 cents de plus, on sert l'essence. Ça, c'est vraiment le service comme je l'imagine aux États-Unis. En Union soviétique, le service n'existait pas. C'était quelque chose qui n'était pas considéré comme important. Ils pouvaient le faire, mais ils ne le faisaient pas. Ils construisaient plutôt des avions, des trucs comme ça, des satellites pour aller dans l'espace, mais ils ne faisaient pas de service.
Du jour au lendemain, un peuple entier s'est réveillé en regardant le monde autour et en s'apercevant que on pouvait avoir du service et que c'est quand même bien agréable d'avoir du service. Et être payé pour. Et de payer pour, et payer pour avoir du service. Et donc, en ce moment, les Russes qui voyagent à l'étranger sont en fait des apprentis Des services. du service. Ouais. Et donc, comme n'importe quel apprenti, sont un peu mal dans leur peau, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, on a des gens qui sont soit très effacés, donc on ne sait même pas qui sont ici, ou alors le contraire, le stéréotype du russe exigeant qui a envie qu'on s'occupe d'eux. Mais je pense qu'avec le temps, petit à petit, tous les étrangers qui viennent de cette région, qui arrivent en Occident, s'aperçoivent qu'il suffit juste d'être entre les deux et d'être normal et que le service va venir comme il faut, quoi. Oui, enfin, je suis sûre qu'ils ont aussi leurs propres idées qui n'existent pas ici. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être des trucs qui se passent en Russie dont on n'est pas au courant. Oui, ça c'est inévitable. Ouais. La propagande russe était très, très efficace, mais la propagande occidentale était aussi très efficace à ce niveau-là. Donc au fur et à mesure qu'ils voyagent, ils disent « Ah, on peut faire ça en Russie » et ils ramènent l'idée en Russie. Je sais pas. Oui, bah, disons, c'est quand même pas très différent. On a cette image, mais il y a encore quelques années, l'Union soviétique était la deuxième superpuissance du monde. Ce Donc n'est plus quelque ça. part, si il y a 10 ans ils étaient superpuissance du monde, aujourd'hui il doit quand même y avoir encore quelque chose qui doit rester. Superpuissance que du point de vue militaire. Hein. Oui, militaire, scientifique, intellectuel. Ah bon? Oui, les scientifiques russes sont quand même. Assez C'est les fort. premiers qui sont allés dans l'espace, quoi, Ouais, des bien places sûr, aux bien sûr. Américains. Est-ce que tu penses que donc les Russes vont peut-être joindre la communauté européenne? Non. Ils Non, sont parce trop que- indépendants? Oui. La Russie est un pays Immense. immense, ouais, c'est rien de le dire, Ouais. et impérialiste. Qui a Combien tout- d'habitants ils ont autant que les États-Unis? Non, moins maintenant. La Russie, la Fédération de Russie a environ 140, 150 millions d'habitants. Avant, on tournait autour, oui, des Quand il y avait 220. les autres, Voilà. quand il y avait les autres qui n'étaient pas indépendants, c'est Voilà. ça? Là, ça devenait important. Mais bon, 140 millions d'habitants, C'est quand même pas mal. c'est pas mal, mais bon, en Indonésie, il y a 200 millions d'habitants et on parle beaucoup moins de l'Indonésie. Bon, ces jours-ci, on en parle beaucoup, mais Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. voilà, Donc c'est pas le nombre d'habitants, ouais, non, c'est autre voilà, chose, ouais. c'est l'influence, prestige. parce qu'il y a toujours une influence sur toute la région, le Moyen-Orient. Oui, c'est comme la France, ils sont que 50 millions, mais ils ont 5000 écoles dans les pays étrangers et ils sont étudiés, enfin, les écrivains français sont étudiés dans toutes les universités du monde, donc c'est pas le Et nombre. puis bon, bah, on est petit, mais On est bien connus. voilà, du on point est de vue plus ou moins littéraire. respecté un petit peu, autant qu'on puisse être respecté quand on est 50 millions, quoi. Ouais, on est respecté par nos écrivains qui sont déjà morts, mais mais on a une notoriété d'être bien pour la culture, et crois, pour l'art, et pour la peinture, etc. Ah non, être français à l'étranger, je crois que On a une notoriété. c'est sympathique. Le passeport français, c'est un bon passeport dans le sens propre du terme. On a une bonne image, c'est formidable, quoi. On ne se rend pas bien compte, je crois. C'est en allant dans des endroits où les gens ne peuvent pas sortir du pays, où là on s'aperçoit que nous, notre liberté est acquise et on est français. Ah, vous êtes français, c'est formidable. J'aime bien ça. Ouais. Ok, et donc ton expérience dans ces trois pays, tu m'as dit que tu es allé en Hollande et en Russie, c'est ça? Voilà, ouais, ça j'ai étudié là-bas. Ouais, et ces trois pays t'ont donné quand même un background assez important pour te former du point de vue de comment tu vois les choses dans le monde, c'est Oui, ça? bah, l'école en Hollande était une école très internationale, il y avait plus de 50 nationalités. C'est Et donc intéressant, ça. on vivait En amis, oui, tout le temps mélangés. différentes langues, différentes. Voilà, Ouais. on parlait toutes les langues,
tout le monde parlait 2, 3, 4 langues. C'était vraiment quelque chose de commun. Oui. Tout le monde était étranger. Et la langue commune, c'était surtout l'anglais? C'était surtout l'anglais, parce que Ouais. l'école était en anglais. Ah, d'accord. Mais à droite à gauche, on entendait parler des Russes, des Français, des Espagnols. Quel pourcentage de Russes connaissent l'anglais? Très peu? Alors ça a été une de mes surprises sur place. J'avais ce stéréotype des Slaves qui sont très bons pour les langues. Mhm. Je me suis aperçu que oui, les Slaves sont très bons pour les langues, mais comme n'importe qui apprend une langue. C'est-à-dire les jeunes filles au pair, par exemple, qui viennent en Europe, qui parlent un français parfait. Bien souvent, en fait, leur curriculum a été d'avoir l'équivalent d'un doctorat de français. Donc oui, effectivement, on parle très bien français quand on a un doctorat de français qu'en étranger. Après, les personnes qui étudient un métier ou qui travaillent autre part, leur capacité de parler anglais est, comme à peu près n'importe quel Européen, ni plus ni moins, quoi. Mhm. Ils apprennent tous de langues étrangères à l'école, c'est ça? Oui, mais pas d'une manière extraordinaire, correcte, quoi, voilà. Juste les bases, hein. Avec l'anglais qui monte de plus en plus au détriment du français. Ah bon? Le français c'était pas une langue capitaliste, donc on pouvait l'apprendre. Ouais, ouais. Maintenant, on peut. De plus en plus. Voilà, l'allemand aussi, pour des raisons Et géographiques. comment tu as perçu la télévision russe? C'était bien? Oui, il n'y a qu'une seule chaîne privée. Ah bon? Ouais, plus ou moins. Enfin, il y a Le des chaînes reste, régionales, mais pour les chaînes nationales, les autres sont des chaînes publiques. Donc, c'est surtout de la culture? non, c'est surtout des trucs qui sont vraiment pas tellement intéressants, quoi. Il y a les nouvelles quand même? Voilà, il y a les nouvelles, il y a des jeux. C'est une télé à peu près normale, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il n'y a pas tellement de programmes américains, non? Si, ouais, de plus en plus. Ah bon? Ouais, des séries Des séries américaines? doublées, Mais moi, séries j'ai été françaises aussi. J'ai été Mais j'ai été étonné, choquée quand je suis allée en France, j'ai vu des séries américaines avec, tu sais, les Américains, ils mettent le rire derrière, Ouais. mais les Français, ils font pas ça. Ah bon? Et alors, tu vois, parce qu'ils mettent le son de gens qui rient. Ouais. C'est un faux rire. Ouais. Tu as vu ça? Ouais, souvent, comme dans le théâtre, quoi. Ça fait tellement artificiel et moi, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, ça, c'est pas le style français du tout d'écouter quelque chose d'un rire artificiel, quoi. Oui, ça commence un peu, je crois. Mais je sais pas bien à ce niveau ce qui se passe à la télé Enfin, française. les programmes français, en général, c'est juste, si tu veux rire, tu ris toi-même à la maison, mais ils te mettent pas un faux rire derrière, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Oui, c'est drôle, ce style Ils disent qu'en mettant le rire derrière, les gens vont peut-être se mettre à rire un peu plus, quelque je chose sais comme pas. ça. Mais c'est quelque chose qui m'a choquée de voir ça dans une télévision française, des trucs style américain, des trucs comme ça. Mais de plus en plus, justement, la France achète des séries américaines. Ouais. Et On commence à exporter un peu, je crois. laquelle? Deux, trois trucs. Feuilleton. Fort Boyard fait très très fort à l'étranger. Je l'ai Ah vu bon? en Russie. Ah bon? Ouais, ils exportent. C'est quoi? C'est policier? Non, c'est un jeu, qui se passe dans une espèce de prison qui est une île au large des côtes françaises, vers La Rochelle, je crois. Ah bon? C'est une prison toute ronde comme ça. Mhm. Et donc ils ont aménagé le truc comme un jeu de course physique un peu. C'est bon enfant, quoi. Mhm. Et, et bon, bref, ça c'est exporté. J'ai entendu que ça marchait très bien à l'étranger, Mhm. que la compagnie de production marchait bien pour ça. Et si je me souviens bien, à Moscou, j'ai vu aussi Hélène et les garçons. Hmm. Et que j'étais très étonné. Enfin, j'ai vu surtout des posters d'Hélène. Tu veux dire c'est un feuilleton C'est un feuilleton français aussi, ouais. qui a été doublé en... Voilà, qu'ils exportent en France. Sympa ça. Ouais, non, pourquoi pas, hein, ça Ouais. change un petit peu, quoi. Ça change du style de mentalité. Et c'est bien, les feuilletons te montrent la culture vue par Par les nationaux. par les nationaux et tu te dis, ah ben, ça les fait rire, moi ça me fait pas rire du tout. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est un humour tout à fait différent. Ouais. L'humour américain, il faut vraiment se forcer des fois. Mais C'est pas j'ai découvert que l'humour français n'était pas si impossible que ça à traduire. J'ai eu la chance de montrer des films français Mhm. comiques, genre La vie est un long fleuve tranquille, genre de comédie qui a à peu près bien marché les dernières années en France. Les Américains ont bien aimé. C'était pas avec des Américains, c'était avec plein de monde, plein de pays, quoi. Ouais, Justement, ouais, j'ai fait ouais. un peu le test. Mhm. C'était sous-titré en anglais. Et ouais, c'est très bien passé. Et ils ont aimé, ils ont compris le style, Ouais, l'humour. ouais, ils ont très bien. Oui, les Américains apprécient une certaine forme d'humour française, avec les films sous-titres, tu sais, le vidéo, tout Ouais. ça. Ils vendent beaucoup de films étrangers.
Mais c'est bien que tu aies déjà fait 4 pays, hein, finalement. Tu as fait la France, la Hollande, la La Russie Russie, et les les États-Unis. Ouais, j'ai un petit peu voyagé à droite à gauche. Ouais, ouais. Ouais. Donc tu seras très bien préparé pour, par exemple, un job international, peut-être bientôt. Je suis fait pour ça. Tu es fait pour ça? Voilà. D'accord, donc tu feras du marketing international probablement dans le futur. Bah, oui, j'aimerais plutôt aider les gens à mieux pouvoir travailler dans d'autres pays, avec d'autres cultures. Les entreprises aujourd'hui deviennent, bon, on entend toujours parler de ça, les entreprises deviennent internationales, mais elles deviennent internationales même dans les couloirs maintenant. Mhm. N'importe quelle entreprise a une secrétaire hollandaise. Bon, donc j'aimerais essayer d'être au niveau des ressources humaines et voir comment est-ce qu'on peut influencer en tenant compte du background personnel, mais en tenant compte aussi de l'étiquette culturelle qu'a chacun, qui est propre à soi et qu'on ne peut pas changer. Quand on est français, on le reste. Quand on est anglais, on le reste. Voir s'il y a moyen d'influencer ça pour avoir une meilleure recette, quoi, encore meilleure. Donc, bon, faut voir. D'accord, donc je ne sais pas si tu restes donc 3 mois et tu espères revenir, n'est-ce pas? Voilà, ça D'accord. risque d'être un truc comme ça. Ce De toute sera- manière, je reviendrai toujours à droite à gauche à San Francisco. Ma cousine habite ici. Donc ça te fait une petite connexion? Voilà, c'est bien agréable de venir ici. Ouais, ouais. Donc tu restes avec elle, c'est ça? Voilà, je vais la voir régulièrement, Ouais. manger, voir les enfants, tout comme ça. Super, super, ça te fait une petite base. Voilà. Une petite base, et puis si tu te maries avec une Américaine, Ah, ben on verra bien. on verra. Mais tu es assez jeune, tu as peut-être 24, 26, 25 ans. 25 ans, ouais, Ouais. c'est ce que j'ai pensé, ouais. Donc tu as tout l'avenir devant toi. Si tu as une bonne idée comme marque, tu peux lancer même ta propre compagnie un jour. Ouais, pourquoi pas. Pour Elle est bien. l'instant, Elle est bien son idée. bien son idée. Elle est sympa. C'est ce qui est formidable avec San Francisco, c'est qu'on rencontre tellement de gens comme ça. Qui ont des Plein, petites des idées. artistes, Des gens qui ont des idées, qui les mettent ouais. et qui rencontrent des gens qui les financent. Ouais, c'est agréable. Voilà, donc j'espère que tu reviendras et que tu auras des belles histoires à nous raconter. Et puis, si tu veux passer à nouveau à San Francisco sur French American TV, il te suffit de nous appeler, tu es le bienvenu. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc c'était Jérôme Dumetz qui donc se forme internationalement pour pouvoir mieux, disons, améliorer les relations humaines du point de vue travail et peut-être sur tous les niveaux aussi. Merci beaucoup d'être venu.